Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le régime low carb high fat, qui est l'un des piliers de l'alimentation Blueness. Le régime low carb high fat est un régime très pauvre en glucides, modéré en protéines et très riche en lipides. En définitive, c'est un régime qui vise à réduire au maximum tous les produits sucrés ainsi que les féculents, le pain, les pâtes, le riz et plus généralement les glucides, pour privilégier à leur place les lipides, comme les œufs, les poissons gras, les crustacés, la viande, les légumes, les fruits à coque. La version la plus radicale du régime low carb est le régime cétogène, où les glucides sont ramenés à moins de 30 grammes par jour. Cette diète est utilisée empiriquement par certains médecins et nutritionnistes depuis les années 30 pour ses supposées vertus contre certaines maladies chroniques comme l'épilepsie ou plus récemment le cancer. Dans le régime cétogène, l'énergie ne provient plus du glucose mais des cétones libérés par le foie et dont la synthèse est permise par l'apport très important en lipides et l'absence quasi totale de glucides. Nous y reviendrons plus tard dans le podcast réservé à la diète cétogène. Alors, quels sont les avantages du régime low carb high fat ? Tout d'abord, on constate une perte de poids rapide et une bonne stabilisation du poids à long terme. On constate également un sentiment de satiété avec moins de fringales au cours de la journée. Plus globalement, on constate un certain bien-être et moins de fatigue ressentie. Un taux de glycémie bas et dans le cadre d'un bon apport en oméga 3 et oméga 9 au détriment des oméga 6, des effets bénéfiques sur la santé en général. À l'origine du régime pauvre en glucides, on retrouve le nom de William Banting. Ce croque-mort londonien, né à la fin du XVIIIe siècle, souffrait d'obésité. Il avait 66 ans et mesurait 1,65 m pour 100 kg lorsqu'il tenta de combattre son surpoids. Pratique du sport, réduction des calories et même consommation de laxatifs firent partie de ses différentes stratégies. Mais tous ces essais étaient vains. C'est alors que son médecin, nommé William Harvey, inspiré par des conférences tenues à Paris à l'époque par le médecin et physiologiste français Claude Bernard, lui recommanda un régime sans sucre et sans féculents, qui permettait selon lui aux diabétiques de réguler leur glycémie. Exit le pain, la bière, les pâtes, le blé, les sucreries et les pommes de terre. William Banting se résolut à manger principalement de la viande et du poisson. Résultat des courses, notre croque-mort londonien perdit 22 kilos après 16 mois de régime low carb. Et d'ajouter qu'il ne s'était pas senti aussi bien portant depuis 20 ans. Ce fut donc le début de ce mode d'alimentation prometteur et qui allait à l'encontre de ce que les révolutions agricoles avaient entraîné. Sauf que ce genre d'alimentation n'était pas quelque chose de complètement nouveau, mais plutôt d'ancestral. C'était plus ou moins l'alimentation de certaines tribus présentes dans ce que nous appellerons dans ce guide les zones bleues, ces zones où les maladies connues dans les pays développés n'existent quasiment pas et où l'espérance de vie est relativement élevée par rapport aux conditions de vie. Mais alors pourquoi le régime low carb aide-t-il à faire perdre du poids ? Comme nous l'avons vu dans le podcast précédent, en diminuant l'apport en glucides, la production d'insuline diminue également. Faute de pic glycémique, il n'y a plus de stockage de graisse et ces dernières sont brûlées à la place du glucose, qui se fait rare. En ingérant des glucides en permanence, on entraîne notre corps à les utiliser en priorité, car le glucose est la source préférentielle d'énergie. Par conséquent, la combustion de graisse n'a pas lieu. Pis encore, en les consommant de façon disproportionnée, comme c'est le cas dans tous les régimes occidentaux, où la part des glucides est souvent majoritaire par rapport aux autres macronutriments et en quantité astronomique, l'organisme finit par les stocker sous forme de graisse. En d'autres termes, ce n'est pas le gras qui ferait grossir, mais bien le sucre, les céréales, le pain, le riz et les pommes de terre, s'ils sont consommés dans des proportions trop importantes. Il y a toutefois une exception à cette règle, lorsque l'on vient de faire du sport. Dans ce cas-là, et par moments,
On peut s'autoriser une ingestion relativement importante de glucides, mais nous y reviendrons également plus tard. Alors les glucides feraient grossir. C'est le constat qui suscite les passions en ce moment dans les milieux du sport et de la nutrition. Comme nous l'avons vu précédemment, une dose élevée de glucides entraîne une hausse d'insuline, permettant la réduction du sucre dans le sang. Non seulement la répétition de ce processus entraîne une diminution de l'efficacité de l'insuline, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, mais elle est naturellement la cause d'un certain stockage du sucre en gras dans les tissus adipeux. Mais ce n'est pas tout. L'un des arguments en faveur du régime low carb high fat énonce que notre consommation de glucides a complètement explosé après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à déséquilibrer la répartition ancestrale de nos macronutriments. Ainsi, le stockage des graisses n'est pas la seule problématique à laquelle le régime low carb high fat peut répondre. Il faut également s'intéresser au lien avec la diète paléolithique. L'un des arguments en faveur du régime low carb high fat énonce que notre consommation de glucides a complètement explosé après la révolution agricole et surtout après la Seconde Guerre mondiale, lors de la révolution industrielle, jusqu'à déséquilibrer la répartition ancestrale de nos macronutriments. Les Occidentaux puisent actuellement 55% de leur énergie en provenance des glucides. Et le programme national Nutrition Santé suggère aux Français que les glucides devraient représenter plus de 50% de nos apports énergétiques. Or, si l'on compare l'alimentation paléolithique à celle de l'homme occidental moderne, on constate que la consommation de glucides chez le chasseur-cueilleur était bien moindre. Environ 28 à 58% de matières grasses, environ 30% de glucides et environ 27% de protéines. Chez l'homme préhistorique, ces glucides étaient en plus majoritairement issus de sources naturelles, légumes, fruits à coque et graines, et n'avaient rien à voir avec les glucides raffinés tels que nous les connaissons aujourd'hui. Biscuits, soda, pain blanc, riz blanc, pâtes. Nous pouvons donc supposer qu'en éliminant l'apport en mauvais glucides et en privilégiant les bons glucides dans une proportion moindre, nous tendons vers l'alimentation de nos ancêtres et évitons de chambouler des milliers d'années d'évolution. C'est en tout cas l'un des postulats, complètement théoriques, de la plupart des défenseurs du régime low carb high fat ou encore de la diète cétogène dans sa version la plus extrême. Alors, pour ceux qui voudraient se frotter à cette alimentation, quels aliments privilégier en diète low carb? C'est très simple, il faut privilégier les aliments riches en graisse, à savoir les bonnes huiles, huile d'olive, huile de colza, huile de coco, huile de noix dans une moindre mesure, la viande, notamment les viandes grasses, le poisson, notamment les petits poissons gras, et les œufs, qui doivent absolument être des œufs bio, si possible avec le label bleu blanc cœur. Enfin, dans une moindre mesure, les noix, les graines et les fruits à coque. Noisettes, amandes, noix de cajou, noix de macadamia, noix du Brésil, noix de pécan, graines de chia. À l'inverse, il faut limiter au maximum l'apport en glucides et, contrairement aux idées reçues, modérer l'apport en protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Enfin, les fibres ne sont pas en reste. En régime low carb, on n'oublie pas de consommer des légumes verts en quantité importante. C'est d'ailleurs l'un des pièges de l'alimentation low carb high fat, dans lesquels les novices tombent très facilement. Enfin, un autre écueil à éviter, ce sont les matières grasses de mauvaise qualité, ou encore les laitages. Mais ceci n'étant qu'une introduction à l'alimentation pauvre en glucides, nous y reviendrons plus tard dans le podcast réservé à l'alimentation pauvre en glucides pour les experts. Très bien. Quelle répartition des macronutriments en régime low carb? Sur un régime alimentaire occidental classique, nous consommons une majorité de glucides, environ 30% de lipides et environ 15 à 20% de protéines. Mais en régime low carb, nous serons plutôt à une majorité de lipides, entre 60 et 80%, un apport modéré mais néanmoins important en protéines, 15 à 20%, et un apport très faible en glucides,
environ 5 à 10%. Idéalement, même si cela est très subjectif, l'apport en glucides ne devrait pas dépasser les 100 à 150 grammes, 180 grammes par jour en low carb. En revanche, en régime cétogène, les choses sont beaucoup plus normées. L'apport en glucides ne devrait pas dépasser les 5 à 50 grammes par jour, sous peine de sortir de la cétose. Voyons maintenant quels sont les dangers des régimes pauvres en glucides. Tout d'abord, les lipides de mauvaise qualité. L'un des principaux pièges consiste à remplacer les glucides par des lipides de mauvaise qualité. Ainsi, certains privilégieront à outrance la graisse animale provenant du bacon, des viandes rouges, des produits laitiers et industriels, en oubliant à tort la graisse qualitative et les fibres provenant des petits poissons gras, des bonnes huiles, de certains fruits à coque, des avocats, du brocoli, du chou-fleur ou encore des asperges. L'autre danger de l'alimentation pauvre en glucides consiste à privilégier un trop gros apport en oméga 6 au détriment des oméga 3 et éventuellement des oméga 9. Nous y reviendrons dans le podcast réservé aux oméga 3. Enfin, le fait de réduire l'apport en fruits, en légumes et en produits céréaliers peut entraîner des carences alimentaires, notamment en vitamines du groupe B, en vitamine C, en bêta-carotène, en calcium, en fibres alimentaires et en antioxydants. C'est le cas lorsque les aliments ne sont pas choisis judicieusement et lorsqu'on ne se complémente pas aux moments opportuns. Là encore, nous en parlerons dans les podcasts suivants. En attendant, je vous propose une introduction à la diète cétogène dans le cadre du podcast suivant. À très bientôt.